français, comme on dit, aux fins d'en accaparer les richesses d'une part et d'autre part d'y maintenir l'influence de l'ancienne métropole. Tout le reste n'étant que discours, mystification, imposture ou autre enfumage de nos consciences. Alors, qu'en est-il? À votre avis, pose ce soir les questions essentielles. Peut-on reprocher à la France d'être la France? Qui sont les vrais responsables de l'agenouillement continental des Africains? Quelle lecture les Africains doivent-ils avoir de ces différents types d'accords de type militaire qui lient leur pays à la France? À ces questions et à bien d'autres, nous allons tenter d'apporter des réponses ce soir avec les éclairages du professeur Issa Ndiaye. Vous êtes président du Forum civique du Mali, espace de réflexion et d'action pour la démocratie. Vous êtes ancien ministre de votre pays et ancien contrôleur général de l'État. Et comme un Ndiaye ne saurait en cacher un autre, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Babacar Justin Ndiaye. Merci. Vous êtes journaliste et politologue. Merci. Et vous nous venez par contre du Sénégal. C'est exact. Mais vous êtes tous les deux des Africains. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Africab Télévision. Malheureusement, ce soir, nous ne pourrons pas ouvrir le téléphone à la fin de l'émission pour des raisons techniques, mais ce n'est que partie remise. Que pensent donc les Africains de notre thématique de ce soir? Nous allons le savoir en suivant le micro-trottoir d'à votre avis. Déjà, ces accords militaires-là montrent que la France a toujours le dessus sur le Gabon. Donc, nous ne sommes pas totalement indépendants. Dans quelques jours, nous allons célébrer la fête de l'indépendance, mais sur le terrain, on ne voit réellement pas. Bien que les bases militaires françaises au Gabon sont là pour sécuriser les Français et non pour protéger les Gabonais. Je pense qu'il est fondamental aujourd'hui pour pouvoir contrecarrer les velléités des djihadistes et aussi de certains groupes de narcotrafiquants et aussi des bandits de grand chemin. Je pense qu'aujourd'hui, l'ensemble des pays doivent se donner la main pour pouvoir contrecarrer ces gens-là. Et je crois que c'est dans ce cadre-là que notre gouvernement a accepté de signer ces accords pour défendre les intérêts du Mali, les intérêts de l'Afrique de l'Ouest et aussi d'une manière générale pour lutter contre le terrorisme. L'accord là, vraiment, c'est une bonne idée. On souhaite que ça continue. Mais ce n'est pas la France seulement. Il faut continuer avec l'Amérique aussi. Il faut tous les Occidentaux se regroupent pour sauver l'Afrique. L'Afrique n'a pas un grand moyen pour se défendre lui-même en personne. Les terroristes sont plus armés, ils ont plus d'armement plus que le continent africain. Est-ce que nous avons signé une coopération militaire avec la France qui existait avant, ou est-ce que c'est un accord de défense typiquement comme il est stipulé? Donc sans jamais savoir ce qui est dans l'accord qui a été signé, il serait très difficile de voir ce qui se cache. Mais ce qu'il faut être sûr, c'est que la France a quand même envie d'avoir un pied en Afrique. Et ces accords militaires ou accords de défense n'ont que pour objectif de permettre à la France d'être le plus près des pays. Et je crois que c'est un peu la volonté. Ce n'est pas pour rien que la France est engagée sur le plan humain, sur le plan matériel, sur le plan financier dans une guerre au Mali. C'est que quelque part, elle a des intentions, elle a des intérêts. Les accords militaires, là, il y a du tout dedans. Quand on parle accords militaires, on parle d'un ensemble de beaucoup de choses. Les accords militaires, ce n'est pas seulement les armes. Maintenant, il va falloir chercher à savoir, parmi ces compartiments, on veut quoi, on ne veut pas quoi, c'est tout. Parce qu'un pays qui a eu son indépendance doit faire les choses qui le plaisent. Bon, moi, je vois que c'est quelque chose qu'on impose ça à les Africains de faire. Parce que si tu vois en France aujourd'hui, les Africains n'ont pas leur base militaire en France. Donc ça, ce n'est pas un intérêt pour l'Afrique. L'Afrique en général n'a pas besoin de signer des accords avec les Occidentaux. Et on doit mettre en place des moyens
pouvoir se défendre sans faire appel aux autres pays européens. Qu'est-ce que les bases peuvent représenter aujourd'hui en Afrique pendant que nous voulons l'indépendance? Nous avons réclamé l'indépendance et l'indépendance n'est pas de façade. Il faut une indépendance totale. Mais on veut donner l'indépendance aux Africains et on contrôle encore ces Africains-là. Nous ne pouvons pas le comprendre. Voilà. Professeur Ndiaye, une première réaction? Oui, on voit dans ces différents propos la perception que les Africains ont de la présence militaire étrangère sur nous, notamment de la France. Les uns pensent que certainement dans le cas de contextes particuliers comme celui du Mali, qui a subi donc une agression dans sa partie nord du Mali, cette intervention pouvait se justifier dans ce contexte-là, alors que d'autres, de manière plus large, donc, estiment qu'il est du devoir d'un pays d'assurer sa souveraineté, sa sécurité, si ce pays veut pleinement assumer sa souveraineté politique. Babacar Justin Ndiaye. Oui, dans ce paquet de réactions, on a, si vous voulez, l'opinion abrupte de l'homme de la rue, qui est une opinion relativement hostile et qui traduit aussi un sentiment, j'allais dire, de dépit politique, un dépit politique sous-tendu bien entendu par une certaine faiblesse. Si nos États n'étaient pas faibles, il va sans dire qu'ils feraient l'économie de ce type d'accord. La vérité la plus limpide est la suivante: la monnaie, la sécurité, au sens générique du terme, qui englobe la défense nationale, sont des secteurs de souveraineté vite affectés par n'importe quel accord. Vite affectés. Dès qu'un accord se greffe sur des domaines de souveraineté comme la monnaie, comme la sécurité, alors il va sans dire qu'il y a un début d'aliénation de la souveraineté nationale. Mais comme en politique c'est le réel qui commande, ce n'est pas l'idéal qui commande, alors le rapport de force peut nous imposer un certain type d'accord. Une certaine conjoncture nationale, comme l'a dit le ministre, ou internationale également, peut, si vous voulez, retentir sur nos choix politiques et sur nos choix diplomatiques et sur nos choix sécuritaires. Très bien. Alors, on va d'abord définir un peu de quoi nous parlons. Qu'est-ce que c'est qu'un accord de partenariat militaire? Qu'est-ce qu'un accord de défense? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il y a des spécificités? Professeur Ndiaye. Je pense qu'il y a une différence fondamentale. Un accord de coopération, comme son nom l'indique, ça se limite à la coopération qui peut se traduire dans le camp militaire en termes donc d'envoi d'instructeurs, soit dans le domaine donc de la stratégie ou de la tactique militaire, ou simplement, ou aussi dans le cadre donc de la formation au maniement des armes qui peuvent être acquises donc dans le cadre de cette coopération. Mais une coopération militaire ne suppose pas de présence de troupes étrangères, surtout de troupes à vocation offensive. Donc c'est là la différence essentielle avec un accord de défense. Un accord de défense implique la présence de troupes étrangères donc, dans des bases dans une certaine durée, avec des missions spécifiques qui donc signifie qu'il y a des missions de combat. Et à partir, je pense que de cette limite-là, on peut dire que quand il y a présence militaire étrangère plus ou moins permanente dans la durée, dans une base, des troupes d'une certaine importance avec une certaine capacité, je pense qu'on ne peut plus parler d'accord de coopération. Et c'est le cas d'espace aujourd'hui en ce qui concerne le Mali. Sémantiquement, on parle d'accord de coopération, mais en réalité, en raison de la présence militaire forte de la France que nous constatons, il s'agit véritablement d'un accord de défense. Justin Ndiaye. Moi, je me méfie des mots. Confucius disait « Entendons-nous sur les mots pour éviter la guerre ». Alors, dans ce domaine, le vocabulaire, naturellement, il est ambivalent. Un mot peut dire ça et il peut dire un peu autre chose.
surtout dans un domaine qui relève également du domaine diplomatique. L'accord de défense aussi, bien entendu, induit certaines servitudes diplomatiques. Or, la diplomatie, comme dirait l'autre, c'est presque la duplicité. Mais enfin, en dépit de notre méfiance vis-à-vis de la sémantique, nous pouvons quand même avoir une idée peu ou prou claire de ce dont on parle. Le ministre l'a bien dit, un accord de coopération suggère un transfert bilatéral d'expertise dans le domaine de la formation, dans le domaine également de l'équipement, dans le domaine des écoles, je l'ai dit tout à l'heure en termes de formation. L'accord de défense, par contre, va plus loin. Et à la limite, il faudrait même changer de vocabulaire. Pour moi, on cernerait mieux les choses en parlant de pacte de défense. En fait, on peut concevoir un accord de coopération militaire d'un côté et un pacte de défense de l'autre. Le pacte de défense implique un engagement plus profond. Par exemple, lorsque deux États signent un pacte de défense, cela signifie que lorsqu'un péril se manifeste, alors l'autre doit voler au secours du pays en danger. Donc, et ça, c'est un engagement très fort, qui implique même la mobilisation des institutions du pays qui volent au secours du pays agressé ou menacé. Alors, c'est donc dire que là, on est dans un champ infiniment plus vaste que la coopération, qui est d'ordre technique et qui est, sur le plan du périmètre, particulièrement étroit. Mais cela dit, ce qui est plus important, ce n'est pas ce qu'on met sur le papier. À propos de ce qu'on met sur le papier aussi, il ne faut pas perdre de vue les annexes et les clauses qui ne sont pas visibles. Il y en a même qui sont secrètes. Elles le sont toujours. On va en parler. Elles le sont toujours, parce qu'une clause, par définition, elle est secrète, surtout dans un domaine aussi névralgique que la défense nationale. Si la clause n'était pas secrète, elle figurerait purement et simplement sur le corps de texte. Alors, si elle est annexée, c'est parce que quelque part, elle prend en charge un certain nombre de choses spéciales et spécifiques. Alors donc, ce qui importe, c'est moins ce qu'on dit dans les textes, c'est moins la littérature diplomatique. Ce qui importe, c'est le film de la mise en œuvre des accords de coopération ou de défense de 1960 à nos jours. Alors précisément, je vais aborder le second aspect de notre entretien. Quel bilan peut-on faire aujourd'hui, dans les conditions des informations dont nous disposons, de ces accords, qu'ils soient de coopération ou de défense, puisqu'ils existent depuis quasiment l'accession de nos pays à l'indépendance. Quel bilan peut-on en tirer dans les conditions qui sont les nôtres aujourd'hui? Si on prend l'expérience que nous avons dans nos pays avec la France, on constate que la France est pratiquement le seul, et j'insiste là-dessus, le seul pays européen à continuer à entretenir des bases militaires donc, en Afrique, bien avant les indépendances. Elle n'a jamais quitté en fait. C'est un cas exceptionnel. Bien sûr, on peut dire que les Américains ont eu aussi quelques bases, mais ce ne sont pas des bases offensives comme dans le cas français, des bases d'écoute, d'information, d'espionnage. Et de plus en plus, on voit dans le cas de Djibouti ou au Niger, où il y a des drones armés donc, qui mènent quelques opérations secrètes. Mais c'est le seul cas type où on voit un pays occidental s'installer donc dans la durée dans nos pays. Et quand on interroge l'histoire, la France a signé des accords de défense avec un certain nombre de pays. Je prends l'exemple du Sénégal, on peut parler de l'exemple de la Côte d'Ivoire, de l'exemple du Gabon. Mais ces accords de défense, si on interroge l'histoire, si on veut faire un bilan, n'ont jamais permis aux armées de ces pays-là d'être des armées capables d'assurer la sécurité au niveau du territoire national. Donc, on peut s'interroger sur l'efficacité de ces accords de défense-là qui ont lié ces pays donc, à la France. Aujourd'hui, on constate qu'on va vers le même type de schéma dans le cas malien. Est-ce que ces accords de défense vont permettre à l'armée malienne de dépasser le stade de supplétif comme on voit dans les autres pays? Ce n'est pas du tout évident. Donc ça veut dire que ces accords de défense ne se préoccupent guère des questions, en réalité des questions de sécurité de nos pays,
mais plutôt pour assurer la pérennité des intérêts français dans la région. Je pense que c'est ça le constat que nous pouvons faire essentiellement que nous pouvons faire aujourd'hui. Justin Ndiaye, vous êtes d'accord avec cette vision des choses? Oui, elle n'est pas fausse, mais on peut la parachever, on peut la compléter. En vérité, si on ne brasse pas des abstractions, si on va tout droit vers le concret, c'est-à-dire le film de l'application de ces accords de 1960 à nos jours, alors nous verrons que ces accords ont davantage bénéficié à la France qu'aux pays africains. Pourquoi? Pour des raisons évidentes. Le Mali a été sauvé par Serval. Je reviendrai sur le cas précis du Mali. Mais d'abord, passons en revue un certain nombre de cas qui ont précédé celui du Mali et qui ont leur valeur démonstrative. Alors, en 1963, on a enregistré le premier coup d'État militaire en Afrique avec Sylvanus Olympio. Il va sans dire qu'à l'époque, la relation militaire entre le Togo et la France frisait le degré zéro. Le président Olympio était un anglophile, assez nationaliste, donc tout sauf un ami de Foccart. Par conséquent, la France n'a pas levé le petit doigt, même si elle avait une petite assistance technique militaire. Expliquez à nos téléspectateurs qui tous ne le savent pas, beaucoup sont très jeunes, qui est Foccart? Bon, Jacques Foccart, c'était le conseiller, officiellement il était le conseiller, pas le conseiller, officiellement dans l'organigramme de l'État, on disait secrétaire général de l'Élysée chargé des affaires africaines. Bon, mais derrière, si vous voulez, cette fonction, il y avait un champ de prérogatives immense, presque illimité. Tout ce qui relevait de l'Afrique était du ressort de Jacques Foccart. Et compte tenu de son parcours depuis le BCRA, c'est-à-dire le Bureau de coordination et d'action pour le renseignement, c'est-à-dire les services de renseignement de la France libre, le Bureau central de recherche et d'action. Alors donc, Foccart, c'était, si vous voulez, le chef des barbouzes de la France en Afrique. Alors donc, c'est lui qui s'occupait des bas-fonds de l'État, des marécages de l'État, loin de la cour et loin du jardin. Bon, donc, on a enregistré le premier coup d'État en 1963. Quelques temps après, Abbé Fulbert Youlou, au Congo, a été confronté à une violente opposition qui a culminé avec un coup d'État militaire. La France n'a pas levé le petit doigt en dépit des accords de défense qui liaient le Congo-Brazzaville à Paris. Quelques mois après, Léon Mba du Gabon a été renversé par de jeunes lieutenants. Cette fois-ci, la France actionne le 6e Riaom, les régiments interarmes d'outre-mer qui étaient basés à Dakar. Les parachutistes sautent sur Libreville, réinstallent le président Léon Mba, capturent les officiers putschistes et rétablissent l'ordre ancien. Alors donc, 2 poids, 2 mesures. À Brazzaville, on ne bouge pas. À Libreville, on bouge. Plus près de nous, un pays que vous connaissez très bien, au Niger, en 1974, Séni Kountché fait son coup d'État. Pendant le déroulement du coup d'État, Amadou Seydou, qui était l'ambassadeur, il a publié des mémoires. Il était l'ambassadeur du Niger à Paris. Il est allé au Quai d'Orsay. Il est allé à Matignon. Il est allé à la rue Dominique, le siège du ministère des Forces armées. Il a été un peu partout, porte fermée, porte close, ou alors, exceptionnellement, s'il rencontrait un interlocuteur français, ce dernier faisait le mort. Alors, le temps a passé, le coup d'État a été consommé. Sauf qu'à la décharge de la France, on pouvait convoquer quand même un contexte. Le président Pompidou venait de mourir, Alain Poher assurait l'intérim, Giscard n'était pas encore élu, donc il y avait une situation qui ne permettait pas à un président intérimaire d'engager la France aussi loin de ses frontières. Toutefois, pour quelqu'un qui connaît la place de l'uranium dans l'économie française et au-delà de l'économie française, dans le secteur aussi sensible que le nucléaire français, alors il va sans dire que la politique française au Niger ne peut pas relever du hasard. Alors, pour me résumer donc, la France signe des accords, nous sommes tous co-signataires, mais au moment de la mise en œuvre, alors c'est la France qui a le dernier mot. Elle a le monopole de l'initiative. Elle module l'application. Parfois, elle intervient ici, un peu plus loin, et on n'intervient pas. Je pourrais même compléter par le coup d'État de Robert Gué en 1999 en Côte d'Ivoire. Alors, en 1999, Robert Gué et les jeunes officiers, sous-officiers, font leur coup d'État. Alors, en France, on était en période de cohabitation. Jacques Chirac, président de la République, Lionel Jospin, Premier ministre. Alors, fallait-il intervenir, ne fallait-il pas intervenir? Michel Dupuche, qui était ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, inamovible ambassadeur, il a passé 17 ans là-bas, ami de Bédier, alors il était pour une intervention.
Mais le Premier ministre Jospin a freiné des 4 fers. Chirac était pour une intervention. Ce qui veut dire que même les accords de défense dûment signés peuvent souvent être soumis aux aléas de la politique intérieure française. Alors autant de choses qui font que les Africains devraient être plus vigilants et moins accommodants par rapport à de tels engagements. Très bien. Je vais vous lire un extrait et je vais vous demander de réagir, à ces extraits. Premier extrait. C'est extrait du livre blanc de la France que j'évoquais tout à l'heure sur la défense et la sécurité nationale en France. Je cite, « La souveraineté repose sur l'autonomie de décision et d'action de l'État. Dans un monde interdépendant, elle n'est effective que si la nation conserve la capacité de peser sur un environnement extérieur dont elle ne peut s'isoler. » Professeur Ndiaye. Oui, ce qu'il faut dire d'abord, je voulais un peu prolonger la réflexion, dire que par rapport aux coups d'État qui sont intervenus dans les pays où il y avait l'armée française, mais on sait aujourd'hui, en fouillant un peu dans les archives, qu'en réalité, tous les coups d'État qui sont intervenus dans l'espace francophone l'ont été, je ne dirais pas sous injonction de la France, mais elle a laissé faire. Et parfois, donc, elle a soutenu ces putschistes-là. Presque orchestré, quoi. Oui. Le dernier cas que nous constatons et qui a provoqué le drame que nous connaissons aujourd'hui en Centrafrique, c'est que l'armée française était présente donc, à Bangui quand les rebelles sont rentrés. Donc, elle a laissé rentrer les rebelles. Après, on a crié donc, au massacre, au génocide. Il fallait intervenir. Ça veut dire que quelque part, les événements que nous avons connus dans nos pays ont été plus ou moins sécrétés, voire instrumentalisés par la France. Pour en venir donc au fait de la présence française, je disais tantôt, c'est le seul pays présent, mais si on prend le cas malien, la France est intervenue au Mali dans le cadre d'un mandat international, le mandat de l'ONU. Mais si l'on regarde les interventions françaises en Afrique, bien qu'étant intervenue dans le cadre donc, de l'ONU, la France a toujours conservé un commandement militaire autonome. Ça a été le cas pour l'opération Licorne en Côte d'Ivoire, et c'est le cas pour l'opération Serval. Ça veut dire que l'armée française répond non pas aux instructions des Nations Unies, mais aux instructions de la France qui essentiellement se préoccupe de sauvegarder ses intérêts. Donc l'armée française, dans quelque contexte que ce soit, est l'instrument donc en quelque sorte de la défense des intérêts français. Oui, c'est bien ça que dit cette phrase. Exactement. La souveraineté repose sur l'autonomie de décision et d'action de l'État. Absolument. Si c'est le cas pour la France, pourquoi cela ne saurait être le cas pour les pays africains dans le cadre d'accords de défense? Donc on voit essentiellement qu'il y a 2 poids 2 mesures, parce qu'aujourd'hui nous sommes, et je pense aussi que quelque part en réalité, c'est des logiciels qui ont été fabriqués et qui ont formaté nos cerveaux, qui nous font toujours penser que nous ne sommes pas capables non seulement capables de nous défendre, nous ne sommes pas capables de faire ceci, nous ne sommes pas capables. On a dans notre tête enfoncé l'idée que nous ne serons jamais en mesure de grandir par nous-mêmes et que nous avons besoin d'un partenariat avec la France. C'est ce qui explique que quand on voit le micro-trottoir que les gens disent, sans la France, on ne s'en serait pas sorti. Dans le cas malien, on dit, il y a eu des terroristes, Dieu seul sait qui a fabriqué ces terroristes, comment ces terroristes sont venus. Est-ce que quelque part, on n'est pas en droit de s'interroger, est-ce que ce ne sont pas les chiens méchants de l'Europe? Ils disent, tenez-vous tranquille, faites ce que nous vous demandons de faire, sinon on va lasser nos chiens méchants. Et je pense que le cas malien interpelle beaucoup la conscience des Africains. Alors, moi, ce qui me dérange dans cette problématique, c'est qu'en ce qui me concerne, je trouve que la France agit de manière légitime. Je pense que lorsque la France dit « j'ai des intérêts à travers le monde et il est de mon devoir que de défendre ces intérêts », je trouve que c'est tout à fait normal. Justin Ndiaye? Oui. Il ne s'agit pas de verser dans une francophobie primaire, c'est-à-dire dans une hostilité primaire à l'endroit de la France. Vous avez bien raison de dire que la France défend ses intérêts, ce qui est légitime.
Le général de Gaulle lui-même disait, les pays n'ont pas d'amis, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Alors, quand c'est la doctrine du général de Gaulle, alors ça a valeur, c'est-à-dire une valeur particulièrement significative par rapport aux événements que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Le rapport Védrine que vous êtes en train de lire, Hubert Védrine, ancien secrétaire général de l'Élysée, ancien ministre des Affaires étrangères, campe bien le problème. Quand un pays n'est pas en mesure de défendre sa souveraineté, son destin est mis en équation. Son destin devient aléatoire. En résumé, en gros, c'est ce qu'il a dit. Il a parfaitement raison. Un de ses compatriotes, Jean-François Dognon, avait l'habitude de dire, aux Nations Unies, vous avez les pays qui comptent et les pays qui pèsent. Alors, le Mali compte, le Malawi compte, mais il va sans dire que c'est la Grande-Bretagne, la Russie et l'Amérique qui pèsent. Alors, ça donne une idée un peu du rapport de force international qui permet, qui favorise cette situation-là. Une situation qui sort des entrailles de nos faiblesses. Mais allez-y savoir aussi, allez-y connaître aussi l'origine de nos faiblesses. Et ici, le cas malien est très intéressant. Vous savez, vous venez de signer des accords de défense avec le Mali ou des accords de coopération militaire, je ne sais pas trop. Je crois savoir que les dirigeants actuels du Mali qui ont signé ça, ils l'ont fait un peu à leur corps défendant. Oui, oui. Je connais de loin, en tant qu'analyste politique, politologue, le président Ibeka. Je connais presque tout le personnel politique malien, de l'opposition comme de la majorité. Ils sont habités par un nationalisme raisonnable. Je ne dis pas fou quand même, parce que nous sommes dans un siècle où on ne peut plus vivre en autarcie. Le nationalisme hermétique fermé là, ce n'est plus possible. Mais il y a deux pays africains où persistent deux reliquats de nationalisme. C'est le Mali et la Guinée. Et ça, c'est pour des raisons historiques que vous devinez. Modibo Keïta et Sékou Touré. Entre-temps, bien entendu, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Mais je dis reliquat, il y a un reliquat de nationalisme qui me frappe. Et c'est quelqu'un qui a nomadisé en Afrique qui vous le dit. J'ai visité ce pays-là, j'ai visité d'autres pays africains. Mais je crois que chez vous, contrairement à ce que le ministre a dit, d'abord je corrige un peu, je crois que la France n'est pas intervenue sous la bannière de l'ONU immédiatement. Il y a eu un appel de Djonkunda. La demande de Djonkunda Traoré qui a amorcé une certaine lettre. C'est ça. Une certaine lettre que le journal Le Monde même conteste en termes de date. Mais passons sur ça. Passons sur ça. Allez-y même apprécier la base légale de cette lettre-là. En tout cas, un journal qui n'est pas l'un des moindres en France conteste et la date et la formulation. Mais enfin, la France est intervenue, en fait, pour moi, dans un cadre qui a été particulièrement bien planifié. En vérité, on avait programmé l'affaiblissement du Mali. Moi, c'est mon intime conviction. On a programmé l'affaiblissement du Mali, on l'a affaibli et il a été dans une situation d'obligation de signature. D'obligation de signature, en vérité. Oui, mais c'est les Maliens qui ont d'abord affaibli le Mali. Entendons-nous bien, je suis d'accord avec vous. Le président Houphouët-Boigny m'a enseigné quelque chose de très important. Il disait, Houphouët-Boigny, si le lézard pénètre dans le mur, c'est parce que le mur s'est lézardé. Ah ben voilà. Mais sinon, le lézard n'a pas de croc, le lézard n'a pas de griffes, et le mur est en béton. Ben voilà. Donc, quelque part, il y a des responsabilités domestiques. Je pense qu'elles sont fondamentales. Oui, mais aussi, il y a une dimension exogène aussi. Il y a de l'endogène, mais... Que je ne nie pas. Il y a de l'exogène. Je ne le nie pas, mais je pense que les principaux responsables de l'affaiblissement, comme vous dites, parce que vous êtes très courtois, de l'affaiblissement du Mali, les principaux responsables, à mon avis, je ne sais pas ce qu'en pense le professeur Ndiaye, je crois que ce sont les Maliens. C'est la gouvernance malienne qui est principalement responsable de ce qui s'est passé dans ce pays. Absolument. Je suis de cet avis et je dis souvent si... Bon, la France est dans son rôle. Hein. Vous avez dit défendre ses intérêts. Il y a une logique dedans. Hein, mais bon, il y a un système mondial. Mon collègue aussi a raison de dire que le système mondial a des effets exogènes donc, sur la situation. Mais je pense que ce qui nous est arrivé dans le cas malien est fondamentalement d'abord notre responsabilité. Parce que nous avons mis en place une certaine dérive qui a conduit à l'effondrement que nous avons connu. Et malheureusement, jusqu'ici, à mon avis, on n'a pas assez interrogé donc le pourquoi de cet effondrement-là. Peut-être parce que la classe politique n'y a pas intérêt, puisque ayant des responsabilités dans ce qui nous est arrivé. Mais tant que nous, Maliens, nous, Africains, nous ne ferons pas l'effort critique de nous interroger sur notre propre responsabilité dans notre situation, on ne s'en sortirait pas. Si la France fait ce qu'elle veut en Afrique, c'est parce que, quelque part, nous l'avons laissé faire aussi.
Je pense que c'est ça notre responsabilité. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date des circonstances dans lesquelles nous avons acquis nos indépendances. Ça date aussi des accords que nous avions signés à l'époque, et vous l'avez évoqué tantôt, qui nous imposent une monnaie étrangère. Il y a eu des pays comme le Mali qui ont essayé d'en sortir, comme la Guinée. Qui l'ont payé très cher. Qui l'ont payé très cher. Mais à l'expérience, on voit que là aussi, la France fait exception. C'est le seul pays européen qui a une monnaie et qui entretient des rapports monétaires particuliers. Malgré la naissance de l'euro. Avec l'Afrique. Malgré la naissance de l'euro avec l'Afrique. Ça aussi, c'est assez caractéristique. Et dommage, je vois les Africains dire qu'il faut aller vers une monnaie africaine, mais je constate que là encore, les études de faisabilité de cette monnaie africaine ont été confiées à la Banque de l'Europe. C'est assez symptomatique de... Je dis quelque part, c'est ce que je disais tantôt au début, on est en quelque sorte formaté, on est dans des logiciels qui font que nous pensons d'une certaine façon qu'il faut continuer à regarder vers le nord. Et nous nous regardons nous-mêmes avec ce logiciel qui a été fabriqué par les Européens. Nous nous analysons à travers cela. Donc, il faut changer de paradigme et se dire que nous devrions forger les instruments intellectuels de notre propre libération. Je peux dire un mot? Oui, mais je vais juste citer le deuxième extrait. Avec mais plaisir. En même temps, vous allez profiter pour... avec plaisir, je vous écoute. Alors, donc, c'est à vous que j'adresse cet extrait. Je cite. Je vous en prie. Extrait du même livre blanc. Oui. L'échelle des priorités qui déterminent le niveau et l'intensité de c'est la France, de nos engagements potentiels s'ordonnent comme suit. Protéger le territoire national et les ressortissants français, garantir la continuité des fonctions essentielles de la nation. Garantir avec nos partenaires et alliés la sécurité de l'Europe et de l'espace nord-atlantique. Stabiliser avec nos partenaires et alliés les approches de l'Europe. Participer à la stabilité du Proche-Orient et du Golfe arabo-persique. Contribuer à la paix dans le monde. En plus de cet extrait, je pose juste la question. Je vous en prie. Il n'est pas question de l'Afrique dans ces priorités-là. Implicitement, oui. Vous avez la parole. En fait, la relation franco-africaine, elle a toute une histoire que le ministre a ébauchée tout à l'heure. La décolonisation a été déjà un piège sémantique avant d'être un piège tout court. J'ai beaucoup aimé le livre de Mourad Bourboun. C'est un sociologue algérien qui a travaillé avec Paul Bernetel à la naissance de l'Afrique demain. Demain l'Afrique. Demain l'Afrique. Voilà. Alors Mourad Bourboun, il dit dans son livre que la France nous a déjà eu au plan sémantique. La colonisation, la décolonisation. Quand je vous colonise, je me sers de la canonnière, je ne vous demande pas l'autorisation, je fais main basse sur vos richesses. Alors, à un moment donné, étrangement, curieusement, le colonisateur qui n'est pas un enfant de cœur accole un préfixe D pour vous décoloniser. Acte de bienveillance, acte de générosité, acte de grandeur, mais très calculé. Je vous colonise, après je vous décolonise. C'est-à-dire l'histoire, l'initiative historique me revient, je la monopolise. Vous n'êtes pas sujet de l'histoire, vous êtes éternel objet de l'histoire. Vous êtes l'éternel colonisé. Je vous ai colonisé, je vous ai décolonisé. Ça donne, hier vous étiez un colonisé, aujourd'hui vous êtes un néocolonisé. Alors, vive le général de Gaulle qui a été très généreux. Bon, je caricature un peu, mais c'est vous dire qu'il y a une ligne de démarcation, et le ministre l'a ébauché implicitement, il y a une ligne de démarcation qui existe entre les pays qui se sont libérés et les pays qu'on a décolonisés. Et c'est très important, cette ligne de démarcation. Si vous allez dans des pays comme l'Angola, même la Guinée-Bissau, malgré les bouleversements constants qui meublent la vie politique de ce pays, alors vous observez quand même des réflexes de nationalisme et de résistance extraordinaires. L'Algérie qui est à côté, l'Europe n'y fait pas tout ce qu'elle veut. Au Mozambique, c'est la même chose. Au Vietnam, n'en parlons pas. C'est donc dire qu'il y a une ligne de fracture entre les pays décolonisés et les pays qui se sont eux-mêmes libérés. Et tout est parti de là, parce que c'est à partir de ce moment que le phénomène du précaré a vu le jour.
au moment de la décolonisation, la guerre froide battait son plein. Alors, certains pays, prenons mon pays que je connais, un pays comme le Sénégal, sous Léopold Sédar Senghor, s'était arrimé au monde libre, entre guillemets, le monde libre par rapport au monde totalitaire. Alors donc, la mission de la France en Afrique, mission assignée par l'Occident, c'était d'être l'auxiliaire du gendarme international. Le gendarme international, le mot, je crois que nous l'empruntons à Ousmane Ba, ancien ministre des Affaires étrangères de Modibo Keïta. L'Amérique, le gendarme international, assigne à la France son auxiliaire une mission dans le précaré, c'est-à-dire dans une certaine Afrique. Parce que c'est cette Afrique-là qui était à sa portée. La France avait été battue à Djimbenfou, donc des expéditions vers l'Asie, c'était exclu. C'est la petite Afrique qui était à sa portée, ce qu'a bien résumé d'ailleurs Louis de Guirengo, ancien ministre des Affaires étrangères de Giscard d'Estaing, qui disait « L'Afrique, c'est le seul continent où 200 parachutistes peuvent modifier le cours de l'histoire. » Vous voyez l'extrême faiblesse de ce continent. Et il a osé passer aux aveux. Il dit l'Afrique, c'est le seul continent où 200 parachutistes peuvent modifier le cours de l'histoire. Effectivement, 200 parachutistes ont modifié le cours de l'histoire avec l'opération Barracuda en Centrafrique. Ou Kolwezi. Et à Kolwezi. Alors ça donne une idée, ça donne une idée du piège dans lequel nous avons été historiquement enfermés. D'autant plus que pour ce qui est du choix des dirigeants, dites-vous bien que la France s'était arrangée aussi pour placer en Afrique les hommes les plus accommodants, les plus convenables. Mais est-ce qu'on peut le lui reprocher? Moi, c'est la question que je pose. Est-ce qu'on peut reprocher à la France de faire ce qu'elle fait? Mais bien entendu. Elle défend ses intérêts. Comme l'Amérique le fait. Pourquoi les Africains ne défendent-ils pas leurs intérêts? Voilà la question. Absolument. Mais il y a quand même une explication historique, sociologique, psychologique que l'on peut donner. Parce que si on compare le type de colonisation français au type, par exemple, britannique. Les Britanniques avaient essentiellement une colonisation de... Ils venaient, bon, ils s'installaient quelque part. C'était quelque chose, ils faisaient des affaires, mais ils laissaient les indigènes régler leurs affaires. Donc, très rapidement, donc il y a des autonomies internes. Mais la colonisation française, non seulement est venue et a brisé l'ordre qui prévalait à l'époque. Même les chefferies qui régnaient, on a tout taillé en pièces. Absolument. Et on a installé c'est un type de colonisation, j'allais dire, totalitaire. Hégémonique. Qui veut tout contrôler. Absolument tout contrôler. Et le résultat aujourd'hui au niveau des Africains, en tout cas francophones, c'est que ça a développé en nous une espèce de mentalité d'assister. Est-ce que nos dirigeants dans cette Afrique francophone dont vous parlez, professeur Ndiaye, est-ce que nos dirigeants sont choisis ou adoubés par la France? Les deux à la fois. En tout cas, choisis quand ils le peuvent, quand ils peuvent l'imposer, quand en tout cas les circonstances ne leur permettent pas de manipuler les choses à leur guise, ils s'arrangent de manière donc finalement à les adouber et à dresser des corsets pour les encadrer et les amener dans la direction souhaitée. Si on prend encore le cas du Mali, ce qui est intervenu en 91, la révolte populaire qui est intervenue n'était pas prévu dans les schémas de la France. Ça a surpris et on voyait un peu la timidité des réactions françaises par rapport au massacre qui se perpétuait au Mali à l'époque. Mais après, la France a remis en fonction son logiciel et a en quelque sorte encadré cette transition pour la conduire là où ça finit par conduire. Et ça donnait quoi? Ça donnait ce que nous avons vu avec Alpha Oumar Konaré, les accords privilégiés qui ont été signés avec la France, l'intermédiation de Bongo qui était devenu en quelque sorte le passage obligé pour la démocratie malienne en ce qui concerne la France. Mais je rappelle encore une fois de plus que le plus important, c'est notre propre responsabilité. La France défend ses intérêts. Pourquoi nous ne sommes pas capables de défendre nos intérêts? C'est une grande question. Aujourd'hui, quand on voit le comportement des Africains, on a le sentiment que l'esprit patriotique dont vous parliez tantôt, au moment de l'indépendance en ce qui concerne le Mali et le cas de la Guinée, est parti en fumée. Que reste-t-il aujourd'hui? Moi, je dis qu'il faut interroger l'humain, les ressources humaines aujourd'hui. C'est le matériel humain africain, malien, qui explique essentiellement la faillite de nos États. Très bien. On va avancer. Moi, je voudrais juste revenir sur un élément que j'avais dit en début d'émission. La France a des intérêts et des valeurs.
Je retiens le mot valeur. Très bien. Lorsque le président François Hollande va à N'Djamena pour lancer l'opération Barkhane, et qu'au cours de son séjour, il ne pipe mot ni des droits de l'homme, ni du cas de Ibn Omar Mohamed Saleh, que vous connaissez tous et qui a disparu dans les géoles de l'État tchadien. Est-ce que là, les intérêts n'ont pas primé sur les valeurs? Surtout qu'il s'agit d'un pays dont on dit qu'il est la patrie des droits de l'homme. Comment expliquer que le président François Hollande n'ait pas dit un mot des droits de l'homme ni du cas de Mohamed Saleh? Effectivement, la France, comme vous dites, c'est le fameux foyer ardent, incandescent des droits de l'homme. Sa devise aussi, elle est éloquente: liberté, égalité, fraternité. Mais avant d'aller à N'Djamena, restons d'abord dans les rues de Marseille et de Bordeaux. Le délit de faciès. Vous êtes nègre, la manière dont la police vous aborde n'a rien à voir avec la manière dont cette même police aborderait un jaune, à la limite, même un Vietnamien. Mais passons sur ça. Effectivement, vous avez raison. Qu'il s'agisse du discours de N'Djamena et du comportement qu'il a eu à N'Djamena, qu'il s'agisse du discours et du comportement qu'il a eu à Abidjan, c'est la même doctrine qui prévaut. Alors, la France, elle est au service de ses intérêts, ce qui est légitime. Mais je crois qu'il faut attirer l'attention des téléspectateurs sur un aspect mal connu de la politique française, parce que mal percé. Vous savez, j'ai eu à réfléchir sur cette politique française, j'ai eu à interroger des gens qui ont été aux commandes dans un certain nombre de pays. Mais vous savez ce que me donne la quintessence de ma réflexion, c'est qu'en vérité, le credo de la France, et le modus operandi de la France en Afrique se résume dans la démarche que je vais vous citer. Ouvrez les guillemets. La France flatte le président, ménage l'opposant, aide le maquisard. Fermez les guillemets. Comme ça, ces œufs sont répartis dans 3 paniers. Quelle que soit la secousse et l'intensité de la secousse, les intérêts français surnagent. C'est pourquoi quand vous dites qu'au Mali, il s'est passé ceci, il s'est passé cela, moi qui porte un regard extérieur, moi qui suis à Dakar, j'ai un regard un peu plus nuancé. Parce que la France, si je reprends la formule, flatte le président, ménage l'opposant, aide le maquisard, je pourrais dire, transposé au Mali, la France flatte Ibeka, ménage Soumaïla Cissé et aide le MNLA. Comme ça, quelle que soit la secousse et l'intensité de la secousse, les intérêts français surnagent. Et ce que je dis, ce n'est pas une fable de La Fontaine. Est-ce qu'elle n'aide pas le MNLA? Ce n'est pas une fable de La Fontaine. Très bien. Professeur Ndiaye, je vais citer un extrait d'un article que vous avez écrit, je crois, avec Boubacar Boris Diop et Fabrice Tarit. Vous avez écrit en février 2014 un article intitulé « Accord de défense France-Mali, un retour au temps béni des colonies ou comment les Maliens seront privés de leur souveraineté si le partenariat de défense en préparation entre la France et le Mali est signé. » L'extrait que je vais donner est un extrait que vous-même vous avez pris du journal Le Monde. Donc ce n'est pas vous qui le dites, c'est Le Monde qui le dit. Je cite, j'écoute. « Paris agira selon ses besoins. S'il s'agit officiellement de mieux échanger le renseignement, cela n'ira pas jusqu'à informer au préalable les autorités maliennes des actions entreprises. » Fin de citation. Question, est-ce la franchise brutale entre 2 amis ou est-ce de la goujaterie politique entre dominants et dominés? Bon, je dirais, il y a un peu la part des deux. Parce qu'effectivement, c'est comme ça, la France mène et continue aujourd'hui à mener des opérations au Mali sans en informer les autorités officielles. La plupart du temps, c'est après coup. Et quand on regarde assez bien les accords récents avec la France, je pense que la France anticipe par rapport à des situations. Elle s'est trouvée donc en mauvaise posture en Côte d'Ivoire lorsqu'il y a eu les procès des militaires français, quand le jeune là qui a été étouffé volontairement donc, dans un véhicule militaire, il y a eu un procès. Non seulement la France a changé la législation en France, désormais on ne peut plus, un civil ou on ne peut plus traîner l'armée française devant les tribunaux en France. Et dans le type d'accord qu'elle a signé, qu'elle vient de signer justement avec le Mali, les précautions sont prises. Ça veut dire que quels que soient les agissements des militaires français, aucune juridiction malienne
ne peut s'en saisir et les traduire devant la justice malienne. C'est un cas d'école. Ça veut dire que quelque part, dans ces accords sont forcément inégalitaires. Non seulement les renseignements ne sont pas partagés, si elle partage, la France partage ce qu'elle vient partager, mais les opérations qu'elle mène, mais elle informe si elle veut informer. Ce qu'elle fait sur le terrain, il y a quelque chose qu'on oublie aussi de dire, c'est que parmi les troupes françaises, il y a ce qu'on appelle les forces spéciales, les commandements des opérations spéciales. Le COS. On ne connaît jamais leur nombre, on ne sait jamais où ils sont, et même les parlementaires français ne savent pas ce que font ce COS-là en Afrique. Donc, il y a un domaine réservé qui est assez ambigu, qui fait qu'en quelque sorte, la France se donne les moyens, conformément à ses intérêts bien sûr, de mener les politiques qu'elle font, mais elle ne joue pas franc jeu dans les accords de coopération qu'elle signe avec nos différents pays. Il nous reste 5 minutes. Oui. Nous allons aborder la dernière partie. Et je vous donne la parole, Justin Ndiaye. Vous pourrez revenir un peu en arrière, mais ensuite on donnera la parole au professeur Ndiaye pour clore. La question est la suivante. Comment substituer au cercle vicieux actuel de la gouvernance de connivence que nous connaissons à un cercle vertueux des intérêts partagés entre la France et nos pays? Bon, en un mot, je vous dirais qu'il faut un aggiornamento, comme disaient les Italiens, c'est-à-dire un sursaut en français, mais le mot est plus fort encore en italien, un aggiornamento. Donc, on a besoin en ce moment d'un regain de sursaut. Parce que nous sommes à la croisée des chemins. Ou c'est l'âge d'or de la dépendance, c'est-à-dire la fameuse connivence, ou alors c'est le sursaut salvateur qui va nous remettre sur les rails au moins de la responsabilité. Au moins de la responsabilité, parce qu'on ne peut pas concevoir la souveraineté sans la responsabilité. Si vous êtes dépossédé de votre responsabilité, votre souveraineté devient factice. Mais pour revenir sur un cas concret, c'est encore le cas du Mali qui est particulièrement intéressant. Quand il y a eu le déclenchement de l'opération Serval, j'ai fait un papier dans un journal de Dakar intitulé « À quoi sert Serval ?» Et cet article a été repris par Malijet. J'avais vu venir. Les Français ne vont jamais envoyer, la France ne va jamais envoyer des Parisiens de 20 ans, yeux bleus, cheveux blonds, mourir à Kidal pour les beaux yeux des Maliens. Il y a forcément une contrepartie. Quand je vous dis qu'on a programmé votre affaiblissement pour vous imposer ces accords, je sais ce que je vous dis. C'est profond. Mais la démarche a été tellement fine que il n'est pas facile de percevoir ça si on n'est pas politiquement et géopolitiquement avisé. Certes, vous avez votre part de responsabilité, ça a été bien démontré quelque part. Mais l'agenda caché de la France est en train de se dévoiler. Barkhane. Non, avant Barkhane, d'abord, le destin de Kidal qui va signer. Absolument. Oui, aussi, ça fait partie. Bon, et la France, qui, jusqu'à la crise, n'a jamais eu de base. Depuis 1961, la France n'a jamais eu de présence militaire au Mali. Alors, le rêve des stratèges français. Parce qu'en France aussi, il faut savoir que le lobby militaire est très puissant. Et je crois qu'au Mali, c'est le lobby militaire qui est aux commandes. Parfois, on impose même des choses à Hollande, qui est un social-démocrate, qui est un ami de Ibeka. Mais le lobby français, le lobby militaire est extrêmement puissant. Or, sur Kidal, le lobby militaire est intransigeant. Il y a 2 pays africains qui étaient dans le collimateur. Pour le Mali, c'est réglé. La prochaine étape, ce sera le Cameroun. La France a absolument besoin d'une base militaire au Cameroun. Donc là où elle rencontre une dose de nationalisme, elle fait le nécessaire pour déstructurer le pays, lui imposer un accord de défense. Parce que Barkhane, c'est quoi? Barkhane englobe Serval, englobe l'opération Épervier. Maintenant, c'est un parapluie qui s'étend de Dakar à N'Djamena et de Kidal à Grand Bassam. Donc le tour est joué. La France aujourd'hui dispose d'une base à Tessalit. La France dispose d'une base à Mopti. Mais, à Gao aussi. Oui, et à Gao. Alors, mais ça, c'est un gain colossal qui était inimaginable sous Moussa Traoré, inimaginable même sous Alpha Konaré et même sous ATT. En tout cas, le premier mandat de ATT, c'était impensable. Donc, vous voyez que la France, elle a bien manœuvré
Elle a bien joué et elle a gagné sur pratiquement toute la ligne. Professeur Ndiaye, je vous pose la même question. Comment substituer au cercle vicieux un cercle vertueux? Oui, je passe ce que mon collègue a dit. Moi, je pense que ça nous interpelle, nous, Africains. Je dis que l'effort que nous avons, il parlait de sursaut, moi je dis qu'il faut même remettre notre logiciel à jour. Il faut sortir du paradigme. Nous n'avons pas de solution dans le cadre du système actuel. Parce que ce système actuel, il ne marche même pas en Europe. Il est partout en difficulté, mais nous devrions faire l'effort théorique de penser de manière endogène nos propres problèmes. C'est ça qui nous fait défaut en Afrique. Moi, je dis la bataille essentielle que nous avons à livrer, c'est d'abord notre indépendance théorique. La capacité nous-mêmes d'analyser nos réalités, la capacité donc d'envisager des solutions en dehors des paradigmes qui sont les nôtres. Ça demande un effort de restructuration immense. Je pense que nos pères de l'indépendance là avaient tenté en ce qui concerne le Mali. C'est ce qui explique pourquoi on avait exigé le départ du soldat français. C'est ce qui explique pourquoi on avait créé le franc malien. Je pense qu'il faudrait revenir à ces valeurs-là, à nous recentrer sur nous-mêmes, en nous disant qu'il y a des solutions qui sont possibles. Et je pense que dans le contexte mondial aujourd'hui, nous pouvons apporter une solution à la crise internationale, à la crise de civilisation que traverse l'humanité. Mais malheureusement, nos intellectuels, nos cadres, nous continuons à regarder vers le nord, alors qu'il faut regarder vers le sud. Si on voit aujourd'hui ce qui est en gestation en Amérique latine, en Bolivie notamment, les modèles même de démocratie qu'on est en train, les nouveaux modèles de démocratie qu'on est en train de construire, les nouvelles alternatives économiques qu'on est en train de construire, je fais référence aux accords entre ces pays, les BRICS, qui ont dit qu'il faut sortir du FMI et de la Banque mondiale, il faut créer une nouvelle dynamique. Je pense qu'il y a des solutions qui sont tout à fait possibles. L'avenir n'est pas fermé, l'horizon n'est pas bouché. Et c'est vers ça qu'il faut aller. Très bien. Messieurs, je vous remercie pour ces contributions qui, je l'espère, ont éclairé la lanterne des téléspectateurs d'Africable Télévision. Mesdames et messieurs, est-ce que dans votre pays, l'opposition politique a un statut constitutionnel? Est-ce que ce statut constitutionnel est respecté par l'opposition elle-même d'abord et par le pouvoir en place ensuite? Est-ce que l'opposition est une institution dans les démocraties africaines? Je vous invite à en débattre vendredi prochain et comme vous le savez, vous pouvez nous envoyer vos avis, questions et observations au 00223 44 20 80 80. Nous envoyez vos SMS au 00223 74 22 59 73 et vos mails à votre avis @africabletelevision.com. Merci de nous avoir reçus chez vous. Excellente soirée et à vendredi.